Bonsoir. Donc, je suis Charlène Biondi, je suis docteure en sciences politiques et auteure d'un livre sur la transformation numérique qui est sorti très récemment, qui s'appelle Décoder, une contre-histoire du numérique. Vous avez peut-être vu traîner, enfin je l'ai vu à l'espace VIP, mais je ne sais pas s'il a passé la frontière du VIP. Mais en tout cas, avant de faire des recherches sur la transformation numérique à l'Université de Columbia aux États-Unis, j'ai travaillé dans la finance brièvement. Et je retourne dans la finance, enfin plus précisément dans la FinTech. Mais pour en venir au sujet du jour, ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est vous proposer de réfléchir au numérique en tant que culture. Alors puisqu'on est à la plénière talent et management, je vous propose de prendre comme point de départ le numérique comme culture d'entreprise. Mais si vous voulez bien me suivre, j'aimerais aussi vous montrer que cette culture d'entreprise cache en réalité tellement plus qu'une nouvelle économie et qu'elle peut, si on veut bien s'engager dans ce genre de réflexion, devenir une porte d'entrée sur un phénomène qui est finalement beaucoup plus large et qui ouvre vers une transformation culturelle à l'échelle de la société, voire à l'échelle politique et civilisationnelle. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais vous parler d'un article qui m'avait marqué, qui était sorti il y a quelques années dans le Harvard Business Review et qui avait pour titre « Digital transformation is not about technology ». Donc en français, la transformation numérique n'a rien à voir avec la technologie. Et cet article, en fait, résumait les thèses d'une étude qui avait été menée par la Business School de Harvard, où des chercheurs et des étudiants étaient allés rencontrer des entreprises qui s'étaient engagées donc, dans cette grande transformation numérique pour essayer de comprendre pourquoi dans certains cas les résultats avaient été assez spectaculaires et dans d'autres il y avait eu des échecs désastreux ou alors juste des résultats assez moyens. Et ils se sont rendus compte qu'en fait l'échec de la transformation numérique n'avait quasiment jamais à voir avec l'IT, les process, les logiciels qui avaient été installés et même les budgets qu'on avait bien voulu y consacrer. Qu'en gros l'échec d'une transformation numérique c'était toujours lié à un problème de culture d'entreprise. Et en fait, les chefs d'entreprise qui avaient échoué dans leur transformation, eh bien, c'était parce qu'ils avaient cru que, en gros, la tech, c'était une baguette magique ou alors une boîte à outils un peu spectaculaire qu'on pouvait faire venir, enfin, qu'on pouvait implémenter des nouveaux logiciels, des nouvelles technologies et que ça allait apporter des résultats d'eux-mêmes. Et en fait, ce qu'explique cet article de Harvard, c'est que pour qu'une technologie soit efficace, quelle qu'elle soit, il faut savoir l'accueillir. Et qu'en d'autres termes, pour faire ça, il faut, avant d'insérer ou d'adopter une nouvelle technologie, je les cite, faire entrer la culture de la Silicon Valley dans son entreprise, avant même d'investir. Donc en d'autres termes, ce que nous dit la Harvard Business School, c'est que la transformation numérique, c'est avant tout un mindset, donc un état d'esprit. Et que adopter les outils numériques sans avoir adopté en amont leur état d'esprit, eh bien ça n'a aucun sens. Et en plus d'avoir aucun sens, ça n'a absolument aucun résultat. Alors évidemment, cet état d'esprit, les digital natives ou les enfants du siècle en français, eh bien, ils sont nés avec. Et non seulement ils maîtrisent les codes, mais ils en ont instinctivement les attentes. Alors c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec la Gen Z qui refuse automatiquement la verticalité des organisations, qui ne reconnaît pas vraiment l'autorité hiérarchique et qui exige naturellement une forme de fluidité à la fois dans les pratiques, dans les process de décision, dans les parcours de vie, dans les identités, etc. Enfin, ça va très loin. Et aujourd'hui, cet état d'esprit, eh bien aujourd'hui, enfin, dans cet écosystème auquel je m'adresse en tout cas, a priori tout le monde le maîtrise. Ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer, puisque si vous êtes là et que vous avez quelque chose à voir avec la FinTech, c'est qu'a priori vous êtes à l'avant-garde de cette culture numérique. Et d'ailleurs, j'ai du mal à imaginer une entreprise de FinTech qui n'est pas soit adoptée ou alors conscience que cette agilité est absolument nécessaire à l'innovation et à la croissance au sein de l'économie des données. Donc en d'autres termes, aujourd'hui, la culture des licornes, c'est plus un sujet, c'est quelque chose que la plupart des gens comprennent ou connaissent quasiment sur le bout des doigts. Et pour ceux qui ne la connaissent pas encore ou qui ne la comprennent pas encore, eh bien, il y a des milliers d'entreprises de conseil spécialisées en e-transformation qui sont là pour mâcher le travail et pour les aider à prendre le pli du next step forward. Mais si on s'en tient là, si on s'en tient à décrire la transformation numérique comme la transformation des process au sein d'une organisation, quelle qu'elle soit,
en fait, il n'y a pas vraiment de sujet. Ou alors, c'est très tentant de se dire, bon, transformation numérique, finalement, rien de nouveau, si ce n'est qu'on assiste, une fois de plus dans l'histoire du capitalisme, à un nouveau cycle d'innovation. Dans ce cas, Schumpeter a très bien expliqué, c'est cours d'économie 101, c'est le b.a.-ba. L'invention d'une nouvelle technologie s'accompagne de nouvelles organisations, notamment d'organisations du travail, et on vous redéroule l'histoire de la machine à vapeur, des usines, de la révolution de l'informatique dans les années 80 qui a inventé le flux tendu, et de, bien sûr, aujourd'hui, la troisième révolution numérique qui aurait inventé l'entreprise horizontale avec des pratiques disruptives menées par un CEO inclusif qui vient bosser en Suède suprême. Génial. Mais en fait, non. Parce que si on se limite à ça, je crois qu'on rate l'essentiel de la transformation numérique. Et on passe à côté de ce qu'elle veut dire. Et en faisant ça, on passe aussi à côté de quelque chose d'encore plus essentiel qui est qui l'on est, nous, aujourd'hui, en tant que participants à cette culture numérique. Parce qu'il est devenu de plus en plus clair que le numérique, ce n'est pas que des outils, ce n'est pas non plus qu'une culture d'entreprise, c'est nous. C'est devenu quelque chose de tellement présent, de tellement inclus à nos existences qu'on ne peut plus les distinguer, les technologies numériques, de nous-mêmes. On les a tellement intégrées à nos vies qu'en fait, on ne les voit même plus. C'est-à-dire que la médiation du numérique sur l'existence, c'est devenu quelque chose de presque inconscient. Aujourd'hui, on pense avec les moteurs de recherche. On se souvient avec l'intelligence artificielle de notre iPhoto ou l'algorithme de Facebook. On tombe amoureux avec les textos. Et d'ailleurs, je crois que l'amour, le sujet de l'amour, c'est peut-être l'exemple le plus parlant. Et je ne veux pas parler là du truc qu'on entend tout le temps où soi-disant Tinder et Bumble auraient transformé la rencontre en une simple transaction quasi économique. Je ne veux pas parler non plus du fait qu'on peut aller ensuite épier sur les réseaux sociaux les profils des uns des autres pour vérifier qu'on n'est pas tombé sur un serial killer ou une femme mariée. Mais je veux parler de toute l'économie amoureuse, dans ce cas-là, de vraiment de plus intime, de la pudeur des premiers SMS, de l'humour ou du désir qu'ils trouvent dans les petits messages, dans les réponses qu'on peut s'envoyer du tac au tac, une manière absolument inédite de s'exprimer. Et sur un autre sujet qui a trait à l'amour, la sexualité, l'échange de nudes, qui est en fait en train de révolutionner absolument ce qu'on entend par préliminaire. Ou alors, plus romantique, les petites attentions, le texto du soir que quelqu'un peut vous envoyer tous les jours, même quand il est à l'autre bout du monde, juste pour dire bonne nuit ou juste avec un smiley, qui invente en fait une nouvelle façon de courtiser qui n'aurait jamais pu exister au temps du téléphone fixe ou du télégramme. Et donc on voit bien qu'en amour, on voit bien que dans cette petite économie amoureuse, eh bien le numérique a tout changé. Il n'a pas changé la nature de l'amour, évidemment, l'amour c'est toujours l'amour, mais il a révolutionné toutes nos façons de faire, il a révolutionné notre manière d'être, d'aborder l'autre, de le rencontrer et finalement de l'aimer. Et il se produit cette même mutation, cette transformation très silencieuse et pourtant totale, très sourde, qu'on ne perçoit même pas, et pourtant radicale dans absolument tous les domaines où la technologie devient un médiateur de nos actions. Et donc, le numérique change notre manière d'être, mais aussi, en changeant notre manière d'être, notre manière de voir le monde, de le comprendre. Il agit en fait comme un filtre invisible mais terriblement signifiant. Ce que je veux dire par signifiant, c'est qu'il transforme le sens, la signification qu'on donne aux choses. Alors, revenons à l'entreprise. Je vais vous donner 2 exemples concrets. Et par exemple, un des cas que j'adore, c'est le cas Tesla. Parce que Tesla, c'est une autre d'ailleurs étude de la Harvard Business Review, qui avait écrit un article assez génial sur le business model de Tesla pour montrer qu'en fait, ce n'était pas du tout le business model d'un constructeur automobile, mais que c'était le business model d'une entreprise d'intelligence artificielle. Et qu'en fait, Tesla ne construisait pas des voitures électriques, Tesla, elle construisait des voitures connectées à une intelligence artificielle. Et que son immense valeur ajoutée, c'était d'avoir réussi à connecter ces véhicules, à collecter les mégadonnées de toute sa flotte en temps réel pour pouvoir améliorer son logiciel en temps réel. Et donc anticiper, sans jamais avoir accès à la voiture individuelle, les pannes, les accidents, les conduites assistées de manière toujours plus efficace. Et donc en bref, le cas Tesla, je pense, offre un excellent exemple de la manière dont la transformation numérique redéfinit l'essence et le sens de ce qu'elle transforme, le sens même des mots. Parce qu'avec Tesla, qu'est-ce qui se passe ? On voit bien qu'en fait,
l'image de l'usine, l'image du travail à la chaîne des constructeurs automobiles du XXe siècle est en train d'être complètement transformée par celle d'une entreprise d'intelligence artificielle qui investit massivement dans la recherche. Et du coup, le logiciel de Tesla et ses nouveaux outils de conduite assistée grâce aux mégadonnées transforment l'expérience du volant, transforment l'expérience de la route, on peut dire ça, mais beaucoup plus fondamentalement, ils font qu'on commence et que l'on va de plus en plus mettre derrière le mot voiture une image, un sens complètement différent de ce qu'on mettait il y a encore peu de temps. Un autre exemple, c'est celui du divertissement, de la culture, de l'idée de concert, avec par exemple ce qui s'est passé sur le métavers de Fortnite Battle Royale, le jeu vidéo, où vous avez eu des concerts absolument gigantesques. Je crois que le premier, c'était le DJ set de Marshmello. Il y avait 10 millions de joueurs qui étaient connectés. 45 millions de joueurs pour le concert du rappeur Travis Scott. Et puis en août 2021, je crois, c'est Ariana Grande, la pop star, qui a fait une tournée sur le métavers avec des effets visuels assez spectaculaires, une invasion d'aliens, etc., etc. Alors, il ne s'agit pas de dire que le concert du métavers est en train de remplacer le concert dans la vraie vie, ni que le métavers est en train de remplacer l'expérience culturelle traditionnelle, mais de montrer qu'en fait, il y a un nouveau type d'expérience culturelle qui est en train d'être adopté par des gens de plus en plus nombreux, parce que quand on parle de 45 millions de personnes, c'est quand même pas anodin, et qui font que progressivement, derrière le mot concert, derrière le mot entertainment, il commence à y avoir de nouvelles images, de nouvelles représentations, qui peuvent être celles d'un concert sur le métavers avec une invasion d'aliens. Et le même phénomène s'applique à chaque fois qu'il y a une forme ou une autre de médiation technologique. À chaque fois qu'on utilise directement ou indirectement le numérique, un filtre signifiant vient se glisser entre nous et le monde. Et à mesure que la transformation numérique progresse, ce filtre, en quelque sorte, s'épaissit et il vient infléchir toujours plus une sorte de déplacement de perspective. Il modèle le regard jusqu'à ce que le sens qu'on donne aux choses s'en trouve profondément modifié. Et pour moi, c'est ce phénomène qui est le plus important, le plus fondamental, si aujourd'hui on veut réfléchir à où va le monde. C'est plus précisément le fait que le numérique est en train de faire émerger ce que j'appelle un nouvel imaginaire. Alors la thèse de mon livre, c'est que l'émergence de ce nouvel imaginaire est inextricablement liée à tout ce que les médias et les politiques identifient en général comme une crise de sens, crise de confiance, crise démocratique. Alors en général, les gens qui font le lien entre numérique et crise démocratique ou crise de confiance, ils parlent des fake news, ils parlent de la radicalisation de l'opinion sur les réseaux sociaux ou d'Internet qui est devenue une nouvelle arme de cyberguerre d'influence. Mais ce n'est pas du tout mon approche. Je pense qu'en réalité, le lien véritable est beaucoup plus profond et que d'ailleurs, même si on trouvait un moyen d'éviter toute forme de manipulation d'informations en ligne, eh bien, la transformation numérique provoquerait quand même une forme de crise de sens parce que justement, elle change le sens de toutes les choses, elle change le sens des mots et des concepts par lesquels on comprend le monde. Et en renversant progressivement ce que j'appelle donc notre horizon de sens, la transformation numérique, elle provoque en fait une crise d'identité. Alors l'identité, c'est quoi? Pour savoir qui on a besoin de deux choses. D'abord, on a besoin d'être capable de s'observer soi-même, c'est-à-dire de rentrer vers l'intérieur, de se tourner vers soi, quoi. Mais une fois qu'on s'est tourné vers soi, pour donner du sens à ce qu'on a vu, à ce qu'on a pu observer à l'intérieur de soi, on a besoin de références communes, on a besoin de pouvoir s'identifier à des choses qui existent en dehors de nous, dans le monde. On a besoin d'un langage, en d'autres termes, pour nommer qui l'on est. Et le langage n'est jamais le nôtre, puisque c'est celui du monde. Et aujourd'hui, l'homo numericus que nous sommes, pour reprendre l'expression de Daniel Cohen, eh bien, il est tout à fait capable de regarder en lui-même et puis d'identifier toutes les façons dont on a changé nos pratiques. C'est ce que je viens de faire en vous parlant de l'amour et des textos, mais c'est ce que font tous les spécialistes en e-transformation. On peut identifier à l'intérieur de nous toutes les petites manières, toutes les petites façons dont on a changé nos pratiques. Mais une fois qu'il faut dire qu'est-ce que ça change d'avoir changé tout ça, eh bien, on manque de mots. Parce que le monde extérieur, justement, les institutions qui nous ordonnent, elles continuent, le langage qui nous organise continue de fonctionner selon des normes, selon des références qui, en fait, par la transformation numérique, sont déjà devenues anachroniques ou dépassées. Et donc, on se trouve dans une sorte d'entre-deux où, d'une part, le numérique a tout changé pour les femmes et les hommes qui constituent la société, et d'autre part, le monde continue de fonctionner comme avant,
avec les mêmes régimes politiques, avec les mêmes institutions. Et ça ne peut évidemment pas durer éternellement. Face à ce décalage, il va falloir prendre conscience collectivement que nous avons changé et puis il va falloir oser imaginer un nouvel ordre qui corresponde à nos nouvelles aspirations d'Homo economicus. Il va falloir qu'on remette en question l'ordre existant, exactement comme le ferait un chef d'entreprise qui observerait un phénomène de grande démission dans ses rangs et qui interrogerait de fait son propre fonctionnement. Alors, est-ce que c'est un constat négatif ? Moi, je ne crois pas du tout que ce soit un constat négatif ni inquiétant. Au contraire, je crois que c'est au contraire un constat plein d'espoir. Et pour vous expliquer pourquoi, eh bien, je terminerai un petit peu comme l'annonçait la présentation de ma keynote avec Socrate. Il y a un dialogue de Platon qui s'appelle l'Alcibiade, où en fait Socrate parle à Alcibiade, un de ses jeunes élèves, qui est un jeune homme issu de la noblesse athénienne, extrêmement beau, extrêmement noble, extrêmement riche, plutôt intelligent, qui est amené à devoir un jour gouverner Athènes. Et donc il étudie auprès de Socrate, son maître. Et Socrate lui dit, tu as absolument tout ce qu'il faut pour diriger, mais en fait, tu ne t'en serais incapable aujourd'hui parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est le fameux « connais-toi toi-même ». Et Socrate lui explique que si on a la prétention de vouloir gouverner les autres, eh bien, il faut d'abord réussir à se gouverner soi-même. Reconnaître ses propres aspirations, apprendre à comprendre qui l'on est, ce qu'on veut. Et c'est ça, la seule voie possible vers la réussite, en gros. C'est la leçon de Socrate. Et puis c'est un petit peu, du coup, dans cette logique que je suggère qu'il faut aborder le numérique et le décoder pour en comprendre les aspirations. Voilà.